institution. Il a fait son entrée dans l'Académie des sciences d'outre-mer de Paris. Le président Alassane Ouattara devient un membre associé de cette société savante. Elle a été créée en 1922. Plus d'informations sur l'Académie dans ce journal. 25 milliards de francs CFA pour financer le secteur agricole ivoirien. C'est le montant du nouveau prêt que la Banque mondiale vient d'octroyer à la Côte d'Ivoire. L'accord de prêt a été signé entre les deux parties. Le ministre chargé de l'économie et des finances, Nialé Kaba, et le directeur des opérations de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire, Madani Tall. La Côte d'Ivoire et la Guinée équatoriale jettent les bases d'une coopération sud-sud dans le domaine agricole, notamment avec le palmier à huile. Les ministres de l'Agriculture des deux pays ont visité l'unité agro-industrielle de Dabo. Vous êtes dans le 13h sur RTI 1. Bonjour et merci d'être avec nous. Il est désormais membre associé de l'Académie des sciences d'outre-mer de Paris. Le président Alassane Ouattara a fait son entrée dans ce cercle très fermé où seulement jusque-là 2 chefs d'État ivoiriens ont été admis et au total 5 chefs d'État qui se sont distingués par leur parcours. Découvrons cette académie prestigieuse avec Abiba Dombele Saoué, envoyé spécial à Paris. L'Académie des sciences d'outre-mer est une société savante qui étudie les questions relatives aux pays situés au-delà des mers. Elle y associe des personnalités françaises et étrangères les plus compétentes dans un esprit de complète objectivité et d'entier désintéressement. Sa devise est savoir, comprendre, respecter, aimer. Elle a été créée en 1922 par le journaliste Paul Bourdary et le sénateur et ancien ministre des colonies Albert Lebrun, dans le but d'étudier les problèmes spécifiques aux pays d'outre-mer. 100 membres titulaires, 100 correspondants, 25 membres libres, 50 membres associés, parmi eux 5 présidents africains, Félix Houphouët-Boigny, Blaise Compaoré, Abdou Diouf, Léopold Sédar Senghor et depuis ce lundi 4 novembre 2013, Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Je suis particulièrement honoré et flatté de pouvoir appartenir à cette grande institution. Et les personnalités qui en sont membres, comme vous le savez, sont particulièrement éminentes, ont beaucoup contribué à l'évolution de la science, de la culture, des arts. Et donc c'est un grand honneur pour notre pays. Je crois que c'est la confirmation que la Côte d'Ivoire retrouve bien sa place dans le monde actuel. Tous les membres de cette prestigieuse académie sont élus parmi les personnalités qui se sont distinguées par des ouvrages, études, travaux et recherches entrant dans le cadre des activités de cette institution. Ils ont rendu et rendent encore des services éminents au développement culturel, scientifique, économique, technique ou humain des pays d'outre-mer. Les gens qui faisaient des sciences ou les gens qui avaient été souvent exercer des responsabilités en Outre-mer avaient envie de se retrouver et de faire progresser les études sur l'Outre-mer. Donc à l'époque c'était principalement des administrateurs, des préfets, des gouverneurs, ce genre de personnes. Et petit à petit l'académie s'est ouverte. Vous avez d'anciens responsables scientifiques ou chefs d'État de pays d'Afrique. Mais l'Outre-mer aujourd'hui a au sens large puisque ce sont ce sont tous les pays des anciennes colonies. Donc c'est à la fois ce sont des conférences qui interviennent assez régulièrement, qui sont assez intéressantes sur un certain nombre de sujets qui intéressent ce qui s'est fait dans ce qui était l'Empire colonial français. Les membres et les correspondants sont répartis en 5 sections en fonction de leur spécialisation. L'Académie des sciences d'outre-mer encourage la vie scientifique et contribue au progrès des sciences par l'organisation de conférences, débats et sa participation aux colloques internationaux. Chaque année, elle décerne 8 prix littéraires destinés à inciter et récompenser une sélection de publications. Sa bibliothèque dispose de 80 000 ouvrages, 3 000 périodiques, 1 millier de manuscrits, de cartes et des photographies et 10 000 brochures. C'est cette société savante dont la présidente actuelle est Jeanne-Marie Amat Rose qui vient d'honorer le président Alassane Ouattara en l'accueillant en son sein, faisant de lui le 2e académicien et président de la République de Côte d'Ivoire après le président Félix Houphouët-Boigny. Des personnalités et des académiciens ont salué cette entrée du président Alassane Ouattara au sein de l'institution. Abiba Dombele Saoué a recueilli leurs réactions juste après la cérémonie. Cet honneur fait
à notre chef d'État réagir sur toute la Côte d'Ivoire. Et moi, je suis particulièrement heureux d'être là, d'avoir vécu cet événement qui est extraordinaire. Et je pense que c'est bon aussi pour toute la communauté scientifique de Côte d'Ivoire. Je crois que c'était un moment pour notre compagnie extrêmement important parce que, comme cela a été souligné par les différents intervenants, notre société savante est ouverte à des esprits divers, évidemment cultivés, et qui peuvent échanger entre eux des idées qui peuvent faire progresser le monde et l'humanité. Et je crois que l'entrée dans notre compagnie du président Ouattara est exactement l'illustration de cette idée. C'est un sentiment de fierté. L'Académie des sciences d'outre-mer est une société savante qui abrite en son sein des hommes et des femmes de qualité qui ont contribué et continuent de contribuer à l'enrichissement du monde par la contribution de la science. Et l'admission de notre président dans cette société savante est bien la reconnaissance des qualités universelles du président Alassane Ouattara et aussi son engagement pour travailler à servir l'humanité. Écoutez, nous sommes extrêmement honorés d'accueillir une personnalité de l'envergure de M. Ouattara, au-delà de son parcours politique tout à fait admirable. C'est un homme qui a toute sa place en sa qualité d'économiste, de quelqu'un qui a mené une réflexion sur l'avenir de l'Afrique, sur les relations de l'Afrique et de la France, et plus globalement sur l'avenir de notre planète. Donc c'est une grande fierté pour nous que d'accueillir le président ivoirien ici. Les ministres équato-guinéens présents en Côte d'Ivoire dans le cadre d'une coopération énergétique et agricole sud-sud ont rencontré le Premier ministre. La coopération économique entre la Côte d'Ivoire et la Belgique a ensuite été évoquée entre l'ambassadeur belge en Côte d'Ivoire et Daniel Cablon-Duncan. Le reportage est signé Hugues Veblé. Cet ensemble a été reçu par le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan, le ministre équato-guinéen des Mines, de l'Énergie et de l'Industrie et celui de l'Agriculture et des Forêts. Il a surtout été question au cours de l'audience accordée au ministre Gabriel Mbega Obiang-Lima et Mitogo de raffermissement de la coopération dans les domaines du gaz, des hydrocarbures et de l'agriculture. Je suis porteur d'un message de la part du président Obiang pour son frère le président Ouattara. Nous avons une grande expérience en matière d'hydrocarbures et la Côte d'Ivoire une grande expérience en matière d'agriculture. Donc c'est un message qui porte sur la coopération en matière d'agriculture et de pétrole et de gaz. Reçu en audience par le Premier ministre, le coordonnateur résident des activités opérationnelles du système des Nations Unies et représentant résident du PNUD en Côte d'Ivoire, Ndolamba Ngokwe, est en fin de mission. J'ai tenu à rencontrer Monsieur le Premier ministre pour remercier personnellement et aussi l'ensemble de son gouvernement pour tout l'appui qui a été accordé au système des Nations Unies et aussi à ma personne pendant mon séjour ici en Côte d'Ivoire au cours des 3 dernières années. Nous croyons à la Côte d'Ivoire, nous avons foi à la Côte d'Ivoire. Il ne s'agit pas d'une foi aveugle, mais il s'agit d'une foi basée sur les réalités, d'une foi basée sur l'espoir que nous portons dans l'avenir de ce pays. L'ambassadeur de Belgique en Côte d'Ivoire était lui chez le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan pour parler de la coopération bilatérale, aussi bien au plan politique qu'économique. Une coopération qui se porte bien, note le diplomate qui souligne l'excellence de la coopération économique. Au niveau de nos chiffres de commerce bilatéral, entre 2012 et 2011, il y a déjà un bond de 73% de nos exportations. Première moitié de 2013, on a aussi encore une augmentation de 27% côté exportation belge. Mais en sens inverse, c'est un peu le même scénario, aussi augmentation de 20% en 2012. Et sur les 6 premiers mois de 2013, là également, encore une fois 20% plus par rapport à l'année précédente, la même période. Donc on peut vraiment parler d'une intensification de nos relations économiques bilatérales. Et voilà, je crois que le mot diplomatie économique est ici à sa place. Je crois que nous pourrons en être fiers.
Le secteur agricole va bénéficier d'un financement à hauteur de 25 milliards de nos francs pour sa relance. Cette somme a fait l'objet d'un accord de prêt entre la Côte d'Ivoire et la Banque mondiale. Le reportage de Jean-Jacques Kwamela. Paraphé par la ministre en charge de l'économie, Kabani Ali, représentant l'État de Côte d'Ivoire, et Madani Tall, directeur des opérations de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire, cet accord de don d'environ 13 milliards de francs CFA et des crédits de plus de 11 milliards, soit au total 25 milliards de francs CFA, a été approuvé le 8 août par le conseil d'administration de l'Association internationale de développement IDA. Objectif, financer le projet d'appui au secteur agricole. Sont concernés le cacao, le palmier à huile, l'EVA, l'anacarde et le coton. Pour les représentants de l'État de Côte d'Ivoire et de la Banque mondiale, cet accord de financement va permettre d'améliorer l'accès des petites exploitations aux technologies et au marché et de renforcer la gouvernance dans la gestion des filières retenues. Je puis vous assurer que le gouvernement est engagé à prendre toutes les dispositions utiles pour une utilisation efficiente et transparente des ressources mises à sa disposition pour la réalisation de cet important projet. Ne soyons pas vulnérables sur les questions de gouvernance, sur les questions de gestion, sur les questions de passation des marchés. Ces projets sont mis en place pour le bénéfice des populations. Cet autre accord de financement porte le montant de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Banque mondiale à plus de 911 milliards de francs CFA depuis la réactivation du portefeuille en 2007, dont plus de 515 milliards de francs CFA en projets d'investissement. En plus de ces fonds accordés par la Banque mondiale, le secteur agricole fera très bientôt l'objet d'une coopération entre la Côte d'Ivoire et la Guinée équatoriale. Les deux pays ont jeté les bases de cette coopération sud-sud, notamment avec le cas du palmier à huile. Les ministres de l'Agriculture ont visité l'unité agro-industrielle de Dabou. Noël Niagno. Les ministres Alfredo Mitogo Ada de la Guinée équatoriale et Sangafoua Koulibaly de la Côte d'Ivoire, tous deux en charge de l'agriculture de leurs pays respectifs, sous les palmiers à Irobo, à environ 50 km d'Abidjan, pour jeter les bases de la coopération sud-sud en exploitant les avantages comparatifs de leurs pays respectifs. La Côte d'Ivoire a un grand potentiel vraiment. Au niveau de mon pays, au niveau de mon gouvernement, au niveau du chef d'État de mon pays, on considère que vraiment c'est un potentiel qu'il faut vraiment valoriser. Et voilà pourquoi aujourd'hui, on se trouve en Côte d'Ivoire. Et du côté de la Guinée équatoriale, lui aussi peut avoir un petit potentiel en matière des hydrocarbures. De la graine aux fruits, le processus de production de l'huile de palme et ses sous-produits, l'entretien des plantations, la cueillette des fruits, les origines de l'unité de production agro-industrielle intégrée. Tout a été expliqué et dit aux visiteurs d'un jour et à sa délégation, à l'effet de leur permettre d'avoir une claire vision du secteur du palmier à huile. Une sorte de travaux dirigés après la séance de travail du lundi 4 novembre au cabinet du ministre ivoirien de l'Agriculture. Au thème de la visite, le ministre équateur-guinéen de l'Agriculture s'est déclaré satisfait et compte exploiter les enseignements de cette visite pour concrétiser l'engagement pris par les deux chefs d'État, Mbiang Egeman de Guinée équatoriale et Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire. C'était à New York, aux États-Unis. La Guinée équatoriale couvre une superficie de 28 051 km² pour une population de plus de 900 000 habitants. Sa capitale est Malabo. La Guinée équatoriale et la Côte d'Ivoire ont en commun le franc CFA et divergent au niveau des richesses. Le pétrole pour la Guinée équatoriale, l'agriculture pour la Côte d'Ivoire. C'est tout le sens de cette coopération sud-sud pour le bonheur des deux peuples. Et puis pour réduire la quantité d'importation de riz et lutter ainsi contre l'insécurité alimentaire, une solution, il s'agit d'améliorer la production nationale aussi bien en qualité qu'en quantité. Une étude relative au plan de professionnalisation des producteurs sémenciers a donc été menée. Un atelier de restitution vient de restituer les travaux de cette commission. Kwadio Kwame. Réduire la plus grande quantité de riz importé commence par la disponibilité des semences sélectionnées sur l'ensemble des zones de production, les conditionner, les soumettre à certification et homologation par les services compétents du ministère de l'Agriculture afin d'être à la portée des producteurs. Telle est la préoccupation essentielle à cet atelier scientifique. Les réflexions ont porté
sur l'élaboration d'un plan stratégique de professionnalisation et de la prise en compte des petits producteurs sémenciers. L'intérêt de cette étude réside dans la position stratégique et de l'importance de la sémence dans la chaîne de production du riz dans les départements de Katiula, Bouaké, Béoumi, Bondiali, Korogo et Ferkessédougou. Le processus de production et de diffusion des semences, l'organisation des producteurs sémenciers et le financement durable du secteur sont les commissions qui ont planché sur la professionnalisation des producteurs sémenciers. Le producteur qui est quelque part dans un village, à Komborodougou ou bien à Tchédjelé par exemple, il a cette possibilité-là, quel que soit le lieu où il se trouve, d'informer à travers cette plateforme de l'existence de la production. Et avant même la production, il y a une prévision qu'il fait. Il fallait réaliser cette étude pour pouvoir identifier les problèmes que nous avons au niveau de l'organisation des producteurs et proposer des actions qui permettent de professionnaliser le secteur. Bien appliquées, les conclusions de ces travaux permettront une bonne production afin de lutter efficacement contre l'insécurité alimentaire et la pauvreté. Les producteurs de la filière café-cacao sont invités à améliorer la qualité et la quantité de leur production et les opérateurs du secteur exhortés à poursuivre leurs efforts afin de maintenir la Côte d'Ivoire à son rang de meilleur producteur mondial. Ces sujets ont été abordés lors du lancement de la campagne 2013-2014. C'était à San Pedro. Thérèse Tapeyoboué. La délégation du Conseil régional du café-cacao de San Pedro est forte de 10 unions de coopératives, 432 coopératives de base et de 76 acheteurs. Cette délégation couvre les départements de San Pedro, Tabou, Fresco. Elle a produit plus de 294 000 tonnes de cacao au cours de la campagne écoulée, et cela grâce aux efforts des producteurs encadrés de l'ANADER, acheteurs, transporteurs, le corps préfectoral. En procédant au lancement de la campagne café-cacao dans cette région, le représentant du préfet, Yokozo Firmé, a engagé les acteurs et partenaires de la filière à poursuivre les efforts de qualité du produit pour aider à hisser la Côte d'Ivoire en tête des pays producteurs du meilleur cacao du monde. Une mention spéciale a été adressée aux forces de l'ordre qui ont fait baisser le racket et améliorer ainsi la fluidité dans le transport du cacao. Quant au directeur des opérations techniques au Conseil du café-cacao, il a exprimé sa satisfaction de voir que les prix ont été respectés dans l'ensemble par les acheteurs, hormis 4 cas de fraude dans la région. Les producteurs ont souhaité pour leur part avoir davantage de produits phytosanitaires et une amélioration dans le reprofilage des pistes, limité l'année dernière à 253 km retouchés. Parlons transport. Quel est le bilan de la collaboration entre l'UEMOA et le Comité national de facilitation des transports en Côte d'Ivoire? La réponse du Comité national qui fait le point d'un système mis en place à plusieurs postes frontaliers avec Gabriel Zani. Le racket enregistre une baisse de 75% en Côte d'Ivoire. À en croire Mohamed Kouyaté, président du Comité national de facilitation des transports de Côte d'Ivoire, CNF, face aux journalistes. Et pour cause, plusieurs barrages routiers ont été levés entre 2012 et 2013. Pour lui, le CNF a eu une incidence positive sur le classement Doing Business de notre pays. La Côte d'Ivoire paie annuellement plus de 300 milliards de francs CFA du fait du racket et de la corruption, selon des études menées par des institutions financières internationales et d'autres partenaires au développement. Cette rencontre a aussi permis de dresser le bilan de la collaboration entre l'Union économique monétaire ouest-africaine, UEMOA, et le Comité national de facilitation des transports en Côte d'Ivoire. Ce bilan est largement positif. Parce qu'aujourd'hui, l'UEMOA appuie la Côte d'Ivoire dans la continuation du projet autoroutier entre Abidjan et Ouagadougou. L'UEMOA est également aux côtés de la Côte d'Ivoire pour la création du poste de contrôle juxtaposé de l'Alé-Rabat. Ce qui nous permet de dire aujourd'hui que nous travaillons avec l'UEMOA, je dirais main dans la main, en espérant que son assistance technique
sera davantage plus importante et en retour, nous nous engageons à rendre davantage fluides nos routes, nos voies de communication. En Côte d'Ivoire, l'Observatoire de la fluidité des transports, OFT, est l'outil d'éveil sur la fluidité et la continuité des transports. Il contribue à l'amélioration de la compétitivité de l'économie ivoirienne et concourt à la facilitation des transports dans la sous-région. Solidarité et réconciliation nationale, la question des victimes de guerre, thème de réflexion de la 8e journée nationale de la solidarité. Elle a pour objectif principal de sensibiliser toutes les couches sociales ivoiriennes à ces notions. Les activités de célébration de cette journée ont démarré hier matin. La première conférence a porté sur l'apport de la chefferie traditionnelle dans le renforcement de la solidarité et de la cohésion sociale. Et puis les activités relatives à cette 8e journée de la solidarité ont pris fin avec des dons de vivres dans des organisations caritatives aux personnes démunies. Diarasouba Larsen. Solidarité et réconciliation nationale. La question des victimes de guerre, tel est le thème de la Journée nationale de la solidarité 2013. L'objectif est de promouvoir les initiatives en matière de solidarité, de même que tous les acteurs qui œuvrent au renforcement de la solidarité et de la cohésion sociale. À Bouaké, les festivités commémorant cette journée ont connu leur apothéose le week-end dernier avec la remise de dons de vivres et de non-vivres à des structures d'encadrement social. Des personnes vulnérables ont également reçu une enveloppe en vue de leur assurer une autonomie financière. Nous devons quand même ensemble nous frotter les uns aux autres. Et puis par des actes de solidarité, ce que nous avons pu avoir, on n'a pas vu la couleur des personnes ou de leur bord politique. Les gens envoient de façon anonyme et nous avons sélectionné les structures de prise en charge des personnes vulnérables. Chaque jour, dans nos actes, dans tous nos comportements, que nous posons des actes de solidarité pour que les démunis, les plus défavorisés puissent vraiment ressentir qu'il y a autour d'eux des personnes vraiment qui les considèrent. Occasion pour le secrétaire général de préfecture, Kassi Kwa, d'exhorter la population à plus de solidarité, gage de cohésion sociale et de réconciliation nationale. La journée nationale de la solidarité dans la région de Bouaké a été marquée par des activités d'assainissement à la place de la solidarité, sise au quartier Dar es Salaam, par une conférence publique sur le thème « Justice transitionnelle pour le renforcement de la cohésion sociale ». À travers cette conférence, le directeur du Bureau régional des droits de l'homme de l'ONUCI, Mohamed Issa, a expliqué à l'assistance les mécanismes de justice de transition qui pourraient contribuer à la consolidation de la paix et de la réconciliation en Côte d'Ivoire. Les femmes de Konongi à Sandré, dans la région de Sakassou, veulent prendre leur destin en main. Pour cela, elles ont mis sur pied une coopérative qui va générer des revenus. Une conférence sur le thème « Initiative et solidarité » a été prononcée à leur intention. Eugène Atoubé. Une coopérative de femmes dans le village d'Assandré, Konangikro. Son nom est Bobo Enian en langue baoulé. Traduisez, commençons et on verra. Nous sommes dans la sous-préfecture de Sakassou, région du Bouaké, dans cette partie du centre de la Côte d'Ivoire. Les femmes ne veulent plus être une société en marge de celle des hommes. Le credo, battons-nous pour sortir de la pauvreté. Lors d'une conférence, cette vision de leur autonomisation a été développée à travers le thème « Regroupons-nous pour mieux nous prendre en charge ». Le conférencier Yao Kwasi Rachel, cadre de la région, a expliqué aux femmes d'Assandré Konangikro l'intérêt de se regrouper en coopérative et les bienfaits de la bonne organisation. Kwadio Ouzoué Suzanne, présidente de la coopérative Ebobo Enian, appelle ses sœurs à l'union et les cadres à les soutenir, avec la ferme volonté de contribuer au développement du village d'Assandré Konangikro. Des travaux sont en cours afin de mettre sur pied un projet pour professionnaliser la filière déchets. Des précollecteurs d'ordures disposent désormais d'outils nécessaires pour lutter contre l'insalubrité après 6 mois d'apprentissage. Kwadio Kwame. Le bilan de l'exécution du projet de professionnalisation de la filière des déchets solides ménagers à Bouaké est positif. En 6 mois, ce projet a permis aux précollecteurs des ordures ménagères de s'organiser en petites et moyennes entreprises, de cerner des conditions sanitaires et environnementales de leur métier. Ce projet nous a permis véritablement d'avancer et d'obtenir des résultats concrets.
Nous sommes venus à Bouaké, nous avons trouvé un système de précollecte désorganisé. Nous avons réussi avec ce projet à fédérer les jeunes, à les rassembler autour d'un objectif unique qui est l'objectif de la gestion des déchets solides à Bouaké. Et aujourd'hui, le CDK revit. Pour les autorités municipales de la ville de Bouaké, l'aboutissement de ce projet constitue un soulagement pour toutes les populations. Ils vont nous aider à entretenir notre quotidien. Ils vont nous enlever les ordures qui sont produites par les hommes, mais qui constituent un poison pour nous-mêmes. À ce titre-là, je voudrais dire que c'est un projet salutaire. Grâce à ce projet et aux efforts de la nature, la ville de Bouaké bénéficiera d'un centre de valorisation des déchets. Après Bouaké, les localités de Ma et de Yamoussoukro ont entamé ce projet qui du reste finira par s'étendre à toute la Côte d'Ivoire. Komborodougou, dans le département de Korogo, regorge de nombreux atouts pour son développement, notamment le coton et l'anarcade. Mais les populations sont confrontées au quotidien à d'énormes difficultés. Sissé Ibrahim et Charles Tatou nous y conduisent. Situé à 25 km de Korogo, Komborodougou est une sous-préfecture composée d'une trentaine de villages. Zone à forte production de coton et d'anacade, la localité a du mal à amorcer son développement. Pas d'infrastructures socio-économiques et l'accès à cette ville est extrêmement difficile. L'école ici rencontre assez de difficultés, au nombre desquelles le nombre pléthorique des effectifs qui donne comme besoin la construction d'une nouvelle école. L'école a besoin d'une clôture pour éviter la traversée anarchique, la divulgation des bêtes. On a toujours des petites difficultés, soit dans l'approvisionnement des médicaments, soit aussi dans le nécessaire pour pouvoir bien nous occuper de la nourriture de nos enfants, de leur maman au centre de nutrition. Nous aurons besoin d'une moto pour pouvoir nous déplacer et arriver dans les villages plus reculés dans lesquels les voitures ne peuvent pas arriver. L'état de la route, c'est vraiment difficile. Pour qui ici parler, c'est nous Komoro, c'est un peu difficile. Tu passes ici, si tu peux faire dans 10 minutes, tu fais 30 ou 40 minutes avant d'arriver là-bas. Les travaux de la 3e session du conseil municipal ont été dominés par la recherche de solutions pour l'amélioration des conditions de vie des populations de Komborodougou. Le maire Koulibaly Drissa compte beaucoup sur la collaboration de tous, appelant les filles et fils de la commune à l'union et à la cohésion. Nos cadres, qui souvent ne viennent pas au conseil, mais aujourd'hui, en tout cas, je suis très satisfait de leur présence. Et puis les échanges qu'on a eus, ce sont été des échanges très intéressants, très constructifs. Nous allons chercher des ressources. C'est pour ça que nous cherchons des partenariats. La journée de réflexion sur le développement de Komborodougou s'est achevée par une visite des travaux de réalisation en cours. Un mot de culture, les secteurs du théâtre, du cinéma et de la musique sont malades depuis de nombreuses années en Côte d'Ivoire. Un plan national de développement et de relance de la culture est en cours d'exécution afin de leur donner une seconde vie. Alain Tailly, directeur du Centre national des arts et de la culture, était hier l'invité de l'émission Le Débat sur RTI 1 avec Lassine Fofana. Il donne ici le contenu de ce plan. L'État de Côte d'Ivoire existe depuis 1960. Et la politique de l'État, d'un gouvernement à un autre, s'inscrit dans la continuité. Donc ce qui s'est fait hier avec la SIC s'est poursuivi avec le Sénac, qui a financé, peut-être avec des ressources amoindries, mais a financé. Le Sénac, avec tout le matériel audiovisuel qu'il avait, puisque cela est passé maintenant à l'ONACSI, a soutenu la production nationale, a fait faire des films avec ses rails, avec ses caméras, avec ses techniciens. Donc ça aussi, il ne faut pas qu'on l'oublie. Aujourd'hui, l'ONACSI a été installé. Le nouveau directeur, on sait qu'on a connu un malheur avec la disparition de Kitia Touré, mais le nouveau directeur qui est arrivé s'emploie à développer un certain nombre d'axes que le ministère lui a confiés. Quand on me dit que l'État ne finance pas, je m'inscris en faux. L'État finance. Mais le financement de l'État ne pourra jamais se substituer à un financement privé.
l'État apporte des accompagnements. Sur un budget d'un film de 35 mm qui coûte 1 milliard ou 1,5 milliard, l'État ne peut pas se permettre de financer tout cela en sachant que c'est une activité privée et que c'est du business. L'État peut apporter une subvention d'appoint, mais il ne peut pas se substituer. Cela dit, des jeunes réalisateurs comme Howell Brown, comme Philippe Lacotte, Akissi Delta qui a produit Ma famille et même Eugénie Ouattara Djouedjouessi ont eu des subventions de l'État parce qu'elles ont donné le témoignage qu'elles travaillent et qu'elles parviennent à produire, parfois même sans le soutien de l'État en premier. C'est un encouragement. Alain Tailly, directeur du Centre national des arts et de la culture, il nous donnait ici les détails du plan national de relance de la culture en Côte d'Ivoire. Et c'est sur cela que ce journal s'arrête. Merci de l'avoir suivi. D'autres informations sur les www.rti.ci.